nous allons démarrer le conseil municipal. Donc, déjà, je vais faire l'appel. Excusez-moi, je n'ai pas la liste. Ça y est, excusez-moi. Donc, je suis présente. Frédéric Bréjard. Présent. Édith Bagard. Présent. Gérald Bardot. Présent. Catherine Laurin. François Franier. Virginie Génaud. Jonathan Villers. Colette Mansuy. Jacques Lamblin. Marie Viroux. Bon, bah, écoutez, Joël Dissangros. Christian Flavenot. Michel Bush. Benoît Talot a donné pouvoir à Laurie Jochot-Duplessis. Pierre-Jean Courbet est absent, je crois. Il t'a donné son pouvoir? Eh bien, on va le récupérer, ok. Donc, pouvoir à Michel Bush. Claude Bailly. Catherine Duchesne a donné pouvoir à Catherine Laurin. Stéphane de Cugis m'a dit qu'il arriverait peut-être en retard. Valérie Didier. Caroline Thomas est absente. Attendez. Pouvoir à Nolan. Merci Valérie. Ludovic Chaumet. Laurie Jochot-Duplessis devrait arriver du coup. Alexandra Hubot-Cambou présente. Geoffrey Mérez-Volo. Nolan Bartel. Pascal Huillier. Anne-Marie Di Marino. Barbara Bertozzi-Bieviolo. Étienne Maire. Thibaut Valois. Laetitia Saucé. Et Christelle Vivo est absente. Merci. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? L'arrivée de Laurie Jochot-Duplessis. Est-ce qu'il y a des questions concernant... Oui, Alexandra. C'est pas du tout une question, c'est juste pour information. Marie Viroux ne sera pas là ce soir et normalement, elle m'avait dit qu'elle m'avait donné le pouvoir. Ok, écoute, voilà. On va vérifier. Ça marche. Merci, Laurie. Alexandra, il y a Laurie qui s'assoit. Je suis réveillée, hein, rassurez-vous. Oui, j'ai un pouvoir. Je l'ai dit avant que tu arrives. Est-ce qu'il y a des questions concernant les communications prises par le maire? Monsieur Valois. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, oui, j'ai une question concernant les décisions. Une décision prise par le maire, une question qui vise à éclairer aussi le débat qu'on aura ensemble ce soir. Le contrat de prestation sur 3 ans avec la société Nancomsi pour un accompagnement en communication, nous souhaiterions déjà disposer du cahier des charges qui a été établi pour retenir cette société, ainsi que la proposition d'intervention qu'elle a faite à la ville. Et puis nous souhaiterions, et dès ce soir, si possible, avoir le montant de cette prestation sur 3 ans. Et donc, je pense que ce sera un élément de plus dans la discussion qu'on aura par la suite. Merci. Alors, déjà, pour le contrat, je verrai avec les directeurs ce qu'on peut en fonction, il n'y a pas de souci. Hein. Le coût, c'est environ 13 000 € hors taxe par an qui est pris sur le budget du service communication. Ça veut dire que le budget n'augmentera pas de cet ordre. L'objet, c'est tout simplement de valoriser la ville de Lunéville à l'extérieur, à l'intérieur de la ville, bien évidemment, mais également à l'extérieur, par une campagne d'affichage qui sera dans un premier temps en 3 temps. Alors, c'est dommage, on n'a pas prévu de vous passer le document, mais on vous le présentera en commission des finances. En fait, c'est une campagne pour valoriser la ville, à Lunéville d'une part, et à l'extérieur de la ville, entre autres sur l'agglomération nancéenne. L'idée, c'est de dire, surtout dans ces périodes un peu compliquées pour beaucoup, on y reviendra, je pense, tout au long du conseil municipal, d'expliquer qu'à Lunéville, il fait bon vivre, qu'on y vit moins cher que dans des agglomérations. Et voilà le débat, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres remarques concernant les décisions prises par le maire? Allez-y. Monsieur Valois, toujours. Dans le même ordre d'idées, vous avez également attribué
sur ces dernières semaines une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage à la société Épure pour le suivi de la mise en place du réseau de chaleur. Alors de la même manière, nous souhaiterions disposer de la dite convention, ainsi que voilà, du montant de la prestation en question. Ok, alors bon, ça, le montant, sincèrement, je ne l'ai pas en tête. La société Épure nous accompagne depuis de nombreuses années dans toutes nos missions d'énergie. Et c'est entre autres, grâce à monsieur le directeur des services techniques et à la société Épure, qu'on a pu contracter, j'y reviendrai tout à l'heure, que j'ai signé en juin 2020, l'achat du gaz au taux du prix de juin 2020, et ce jusqu'au 31 août 2024. Donc, vous aurez les montants. Je ne sais pas que je ne vais pas vous les donner, enfin, de toute façon, il n'y a pas de secret, on les verra dans les documents. Mais cette société, vraiment, vraiment, est importante pour tous nos dossiers d'énergie. Donc, et fait un travail de concert avec les services techniques. Et quand on voit le résultat, je vous le dirai à l'occasion, la différence entre l'achat du coup en juin 2020 du gaz et aujourd'hui seulement, alors j'espère qu'en 2024 ça aura baissé, mais quoique, on maîtrise et l'économie générée par sa prestation est largement compensée par tous les achats qu'on fait grâce à eux. D'autres remarques ou questions sur les décisions? Non. Alors, je tiens à dire aussi dans les décisions qu'on met beaucoup de salles à disposition gratuite, toujours pour soutenir les associations, parce que ça aussi, il faut le relever en ce moment. Et c'est... Alors, merci. Élection du secrétaire de séance. Donc, je vais demander au plus jeune, Nolan Bartel, est-ce que tu es d'accord pour être notre secrétaire de séance? Oui. Qui est contre la candidature de Nolan Bartel? Qui s'abstient? Nolan, tu es élu à l'unanimité. Ensuite, approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 7 juillet 2022. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur le compte-rendu du conseil municipal? Arrivée de Stéphane Decugis. Je t'avais prévenu de ton retard. Pas de remarques, pas de questions. Donc, qui est contre l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal de juillet? Qui s'abstient? Qui est contre? Il est voté à l'unanimité. La délibération suivante concerne les affaires scolaires, mais exceptionnellement, c'est moi qui vais la présenter. Vu qu'elle ne concerne pas les affaires scolaires dont on parle habituellement pour les écoles maternelles et élémentaires, mais qui concernent donc les plus grands de notre ville. Donc, pour rappel, le transport des collégiens et des lycéens était assuré et financé par la CCTLB jusqu'au 30 juin 2022. Seules 3 communes de l'ex-communauté de communes, donc de la CCL à l'époque, les communes, c'est Lunéville, Chanteux et Jolivet, étaient concernées par ce service. Pour des raisons de compétences et financières, la CCTLB a décidé de mettre terme à ce service. Dès lors, j'ai cherché des solutions, car je ne voulais pas laisser les familles dans la difficulté. Ayant parfaitement connaissance du coût que représentait la charge du transport scolaire, et voulant limiter la charge financière d'un tel service pour notre collectivité, j'ai rencontré depuis le mois de mars et encore tout l'été, tous nos partenaires institutionnels. Tout d'abord, le PETR, qui a la compétence transport. Je les ai rencontrés à plusieurs reprises en vue d'obtenir la modification des horaires des bus Lunéo, donc des bus urbains, pour que ceux-ci puissent coïncider au maximum entre les entrées et les sorties des établissements scolaires. Malheureusement, le 13 juillet dernier, le président m'a informé ne pas être en mesure de répondre favorablement à ma demande,
Ces modifications d'horaire entraînaient une modification importante de la DSP actuelle et risquaient de compromettre, je répète ce qui est écrit, l'équité territoriale. Je rappelle que le PETR concerne 4 communautés de communes et qu'il y a d'autres communes qui sont concernées par ces décisions de non-transport des enfants. Néanmoins, on s'est mis d'accord pour qu'un certain nombre d'élus et de parents d'élèves travaillent de concert pour continuer à avancer sur ce dossier et voir ce qui est possible dans les mois à venir de changer au niveau de la DSP pour pouvoir faire coïncider au maximum les entrées et les sorties des enfants. J'ai aussi travaillé beaucoup, je regarde Geoffrey Mérez-Volo sur son autre casquette avec Thibault Bazin, notre député, pour essayer de trouver tous les soutiens imaginables et possibles, entre autres celui de la région Grand Est, qui est en charge du transport. En pratique, l'idée, c'était, il y a des bus qui arrivent de Vitrimont et d'Inville, qui sont assurés, donc d'Inville-en-Jard, qui sont assurés par la région. A priori, il y aurait encore des places disponibles dans ces 10 bus. Et donc, l'idée, c'était qu'ils s'arrêtent à Lunéville pour pouvoir transporter un maximum d'enfants, ce qui déjà résolvait un certain nombre de soucis. Pour l'heure, vous n'êtes pas sans savoir que, alors on manque de bus, non, il y a des bus, mais on manque de chauffeurs, et que la région Est, pour le moment, travaille et continue à travailler pour assurer un maximum de transport des enfants qui habitent à moins de 3 km des établissements scolaires. Pour ma part, dès le départ, il était inimaginable de laisser les parents sans solution. Je leur ai dit, j'en ai rencontré beaucoup, dans mon bureau, lors de certaines réunions publiques, on m'a dit qu'on trouverait une solution. Il paraissait impensable de laisser des enfants de 10-11 ans qui rentrent, entre autres, en 6e, sans moyen de transport pour rejoindre leur établissement scolaire. J'ai donc, avec mon équipe, décidé de mettre en œuvre un service de transport pour les collégiens et les lycéens. 3 lignes sont en service, donc depuis jeudi dernier, et le coût de ce service est d'environ 130 000 € par an. Dans le cadre de nos différentes rencontres, les parents m'avaient indiqué qu'ils étaient prêts à faire un effort financier parce qu'ils considéraient qu'effectivement c'était un gros effort pour la commune et une participation financière de 120 € leur est demandée par an et par enfant. Le reste est à charge de notre collectivité, donc de la ville de Lunéville. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, et on en parlera dans les différentes prochaines réunions, avec l'inflation galopante, les annonces du gouvernement qui sont quand même peu rassurantes pour l'avenir, il faut qu'on soit encore plus rigoureux qu'on ne l'a été avec les deniers publics ces dernières années. Vous connaissez ma position sur ce point, je suis transparente par rapport aux positions. Je vous dis et je vous redis que je ne veux pas, on l'a promis, augmenter, notre majorité l'a promis, d'augmenter le taux communal de la taxe foncière, afin déjà de respecter notre promesse, qui est quand même un minimum, et surtout de ne pas pénaliser plus encore les familles et nos concitoyens en général. Dans le même ordre d'idées, je rappelle que nous n'avons pas augmenté les cantines, contrairement à beaucoup de collectivités aujourd'hui qui font le choix d'augmenter les cantines, et qu'on a même diminué de 11% le prix des cantines, donc du repas des enfants, en septembre 2020. J'ai dit également ma volonté, et je le redis, qu'il est important de continuer à investir pour notre ville. Investir environ 5 millions d'euros par an pour améliorer la qualité de vie de Lunéville et des Lunévillois, bien évidemment, mais aussi pour soutenir l'économie locale et par conséquent l'emploi dans les familles. C'est de l'emploi direct, les travaux. Ce n'est pas comme une production qu'on va aller faire dans des pays exotiques. Aussi, pour financer la nouvelle dépense des bus, j'ai travaillé avec, entre autres, les adjoints que j'ai tous consultés un à un, parce qu'il fallait faire un arbitrage, et que c'est jamais simple de faire un arbitrage, mais il fallait s'y résoudre. Concrètement, j'ai décidé de suspendre la mise en œuvre du label Ville d'Art et d'Histoire.
J'ai d'ores et déjà avisé l'État via Madame la sous-préfète de cette décision. Je rappelle pour mémoire, pour celles et ceux qui siégeaient au mandat précédent, que nous avons délibéré sur la candidature de Ville d'Art et d'Histoire sur le label le 8 mars 2018. Je m'en souviens parfaitement. Je n'ai pas eu du mal à retrouver la délibération. Je présidais cette séance du conseil municipal en l'absence de Jacques Lamblin, maire à l'époque. Et vous me connaissez tous, si je n'avais pas voulu présenter cette délibération, je vous aurais dit on n'est pas à 8 jours, pas un mois près, tu la présenteras au prochain conseil municipal. Donc je l'ai fait parce que c'est quelque chose, je crois, c'est important pour la ville, mais là malheureusement il faut faire des choix différents. La convention, elle a une durée de 10 ans. Pour la mise en œuvre de ce label, il faut créer un service d'interprétation de l'architecture et du patrimoine qui était envisagé et qui le sera toujours, j'espère, à l'avenir, situé dans l'ancienne chapelle de l'église Saint-Maur. Je vous rappelle que l'église n'est plus une église et qu'on va en faire un musée de la faïence. Il faut y recruter également une personne qui a un bac+3, qui est trilingue, qui est agréée par le ministère de la Culture. Le coût de cette personne et de toutes les actions qui tournent autour de ce label est estimé à environ 100 000 euros. Les 2 premières années, on a une aide de l'État, c'est-à-dire 50% de la charge salariale de l'agent. Mais après, c'est à la charge 100% de la commune. Dans ce cadre, plusieurs recrutements ont déjà été organisés. Il y en a eu en 2020, un seul en mars, il y en a eu en 2021, il y en a eu en 2022, et toujours sans résultat. Je rappelle qu'il y a tout un processus, le candidat doit nous envoyer 20 pages de rapports, il y a des entretiens, il y a un jury, et le jury n'est pas fait uniquement par la commune, bien évidemment, il y a un jury parce que c'est le futur employeur, qui est avec des agents et des élus de la commune, mais également avec des personnes de la DRAC. On n'est pas les seuls à décider. Et à chaque fois, quand on avait des candidats, parce qu'on n'a pas toujours eu des candidats, le recrutement est resté infructueux. Donc, de la mesure où ce service n'était pas encore créé, il nous a semblé logique de le suspendre pour le moment, en espérant une situation économique meilleure à terme pour qu'on puisse reprendre ce dossier. Pour notre collectivité, j'insiste sur le fait que nous allons devoir être vigilants et rigoureux quant à nos dépenses de fonctionnement si nous voulons poursuivre les investissements prévus. Nous allons commencer d'ailleurs à travailler à l'élaboration de notre budget dans cette perspective, donc être rigoureux sur les frais de fonctionnement, mais continuer à investir. Tel est le message qu'avec le directeur général des services, j'ai fait passer à l'ensemble des élus en charge de dossiers. Et bien évidemment, lui s'est chargé de le faire au niveau des agents. Pour nos bâtiments publics, j'ai présenté tout à l'heure, quand vous avez posé la question sur le cabinet pur, on a contracté donc un contrat en juin 2020 jusqu'au 31 août 2024 sur le gaz. Donc là, c'est plutôt confortable pour nous parce que sincèrement, je plains les collectivités qui ne l'ont pas fait. Et ce contrat, à l'issue, nous permettra de basculer immédiatement avec le réseau de chaleur parce qu'il est prévu la mise en place au 1er septembre 2024. Donc, au niveau du chauffage pour les bâtiments publics de notre collectivité, je suis assez sereine, pour être clair. Quant à l'électricité, soit clair, c'est un autre sujet, un autre débat. On travaille donc depuis plusieurs années sur l'isolation de nos bâtiments, mais actuellement, et ce depuis plusieurs mois, les services, pour être prêts justement pour faire des arbitrages budgétaires, les services finissent d'étudier bâtiment par bâtiment le coût de l'électricité pour qu'on sache exactement où on en est dans nos bâtiments. Ensuite, bien évidemment, on étudiera des propositions et on y reviendra, je pense, je suis sûre, dès les prochaines réunions, entre autres pour les prochaines commissions, avant le futur conseil municipal, où on aura un peu plus d'éléments.
Voilà ce que je voulais vous dire concernant cette délibération. Jonathan Wiener, je te donne la parole. Merci, Madame la maire. Je voulais juste rajouter, vous donner quelques éléments chiffrés en fait sur les inscriptions de ce système de bus que nous avons mis en place depuis jeudi dernier, jour de la rentrée. À l'heure actuelle, donc à ce jour, 17h30, il y a 110 élèves qui sont inscrits et qui prennent le bus. Donc sur nos 3 lignes de bus, il y en a 48 sur la ligne Muguet-Bichat. Il y en a 30 sur la ligne Coquelicot-Bichat et il y en a 32 sur la ligne Muguet-Charles-Guérin. Sur ces 110 élèves, on peut même aller un peu plus loin et voir le nombre selon leur lieu d'inscription. En fait, on a 95 collégiens qui prennent ce nouveau système de transport en remplacement du transport mis en place par la CCTLB auparavant et 15 lycéens. En sachant qu'on a fait le choix d'accepter les lycéens, parce qu'à partir du moment où les bus ne sont pas complets, je me voyais mal refuser les lycéens qui partent devant eux sans qu'ils montent dans le bus, quoi, qu'on soit clair. Merci de cette remarque. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions concernant cette délibération? Madame Bertozzi, je vous donne la parole. Oui, merci Madame le maire. Donc effectivement, des remarques et des questions. Cette histoire de transport nous a évidemment interpellés. Si on résume la situation, donc en février, vous avez appris, comme vous l'avez rappelé, que la CCTLB allait arrêter les transports en commun vers les collèges et les lycées, donc pour Lunéville et comme vous l'avez dit aussi pour d'autres villages, Jolivet et Chanteux. Alors vous dites avoir travaillé effectivement avec la région, avec le PETR, mais il est certain que fin août, finalement, cette nouvelle éclate, elle sort sur les réseaux sociaux. Les parents, en apprenant la nouvelle, ils sont inquiets, et c'est légitime, à 15 jours de la rentrée. Rien n'est prêt, ils imaginent leurs enfants, les plus jeunes, partir seuls la nuit, le sac lourd, les voitures qui roulent vite, etc. Enfin, on comprend leurs inquiétudes. Donc la cabale s'organise, les réseaux sociaux relaient, et effectivement, là, on se dit d'un seul coup, il y a urgence, et on a un scénario, dès lors, digne d'un polar de série B, mais qui aboutit quand même à une solution, avec un bus, ou plutôt 3 bus, donc, qui conduiront les enfants de Lunéville vers leurs établissements respectifs. Les enfants de Lunéville, pas ceux de Jolivet, pas ceux de Chanteux. Vous dites, dans votre lettre aux parents, que vous ferez le point en novembre sur ce service. Donc, première question, nous voudrions savoir à quoi sert ce point-là. Est-ce que éventuellement le bus pourrait être supprimé? Mais bon, apparemment, c'est un succès, donc il n'y aurait pas de raison. Mais revenons à cette histoire de bus. Donc, à l'heure où de nombreuses communes établissent des plans de sobriété énergétique, parce que vous l'avez rappelé, on est en pleine crise énergétique et en pleine crise écologique aussi, on l'a vu cet été avec des pointes de chaleur, des feux, etc. Eh bien, Lunéville décide de troquer finalement son label Ville, Arrêt, Histoire contre 3 bus. Mais bon, ça, on en reparlera plus tard. Alors, dans votre lettre, qui est mélodramatique à souhait, vous citez Pierre Mendès France, sans le nommer d'ailleurs, gouverner, c'est choisir. Ben oui, gouverner, c'est choisir. Mais gouverner, c'est aussi anticiper. On est en pleine, je le répète, en pleine crise écologique, en pleine crise énergétique, en pleine crise sanitaire. On n'en est pas encore tout à fait sorti. Et bien sûr, ces 3 crises doivent nous faire voir le monde autrement. Dans notre projet, notre groupe aux élections municipales avait prévu, dès la rentrée qui suivait les élections, de mettre en place des cheminements, enfin des itinéraires piétons et cyclables dans la ville, qui ne soient des chemins qui ne soient pas trop pris par les voitures, pour que les enfants puissent, enfin les enfants du collège et du lycée puissent cheminer vers leur collège et leur lycée en toute sécurité. L'objectif était double. Il était bien sûr écologique, réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais il était aussi sanitaire. On sait aujourd'hui que 16 à 17% des enfants sont en surpoids
Et là, il n'y a pas de solution. Les pédiatres sont unanimes pour faire diminuer cette épidémie de surpoids et d'obésité. Il faut marcher, il faut bouger, il faut faire du vélo. On le dit, on ferait diminuer de manière sensible l'obésité chez les enfants si tous les enfants allaient à l'école à pied. Pour autant, on n'était pas du tout contre l'idée d'un bus et de transporter les enfants en bus. Mais comme vous l'avez dit, on se serait plutôt tourné vers l'UNEO, puisque, pour la petite histoire, en 2000, quand ce service a été mis en place, les transports vers les collèges et lycées étaient assurés. Moi, mes propres enfants prenaient le bus de ville pour aller au collège et au lycée. Enfin, au lycée, puisqu'on habitait à côté du collège. Donc, deuxième question, que s'est-il passé? Pourquoi, finalement, ces bus-là ne transportent plus les élèves et qu'aujourd'hui, quand on discute avec eux, le coût serait tel que ça n'est plus possible? Est-ce qu'à l'époque, c'était déjà comme ça? Est-ce que ça a été abandonné pour des raisons financières ou pour d'autres raisons? Si on revient sur cette idée de cheminement piéton et cyclable, il faut intégrer la question de la sécurité. Je l'ai vu sur Facebook, les parents s'inquiètent, leur enfant va être seul dans le noir pour partir à l'école, et puis dans la lettre, on le dit, on assure à Lunéville la sécurité de nos enfants, et on préfère donc mettre 3 bus plutôt que finalement ce label ville d'arrêt d'histoire. Or, si effectivement il y a des itinéraires cyclables et piétons mis à disposition, eh bien, les enfants chemineront ensemble. Quand on est en groupe, parce que finalement, ce n'est pas tellement une question d'insécurité, c'est plutôt un sentiment d'insécurité. Et plus on est nombreux sur le chemin, moins on est en insécurité. Et puis, on aurait pu imaginer également un accompagnement, surtout pour les plus jeunes, 6e, 5e, qui démarrent, avec peut-être la police municipale en début d'année qui accompagnerait, ou une association, ou des parents bénévoles, etc. Donc, il ne s'agit pas du tout de laisser les enfants en insécurité, mais bien de préparer quelque chose, une alternative finalement à ces transports, parce qu'on parle bien de chemins de moins de 3 km. Nous sommes d'accord. On n'est pas au-delà, donc ça fait entre 20 et 30 minutes de marche pour un adolescent qui marche bien. Je crois qu'aujourd'hui, quand on est élu, il est de notre devoir de penser ces choses-là, d'améliorer, de favoriser, de mettre en place des déplacements doux parce que, déjà pour aller vers plus de sobriété, mais également parce que ces jeunes-là, ce sont les adultes de demain et que s'ils ont appris à marcher, parce que ça s'apprend de marcher, ça s'apprend de s'habiller avec la météo, ça s'apprend dans les pays nordiques, au Danemark, en Norvège, en Suède, eh bien les enfants marchent énormément. Vous prenez le métro à Stockholm, il n'y a strictement personne dans le métro, même en plein hiver. Donc, les questions qui seraient à se poser aujourd'hui, c'est combien d'enfants, par exemple, ont été agressés sur le chemin de l'école ces 10 dernières années? Combien ont été renversés par une voiture? Combien d'enfants souffrent de surpoids, de mal-être, de diabète? Parce que cette sédentarité qui gagne nos enfants, nos jeunes, qui a été accentuée par la crise du Covid, eh bien, elle provoque toutes ces choses-là. Donc voilà les questions auxquelles on devrait répondre précisément avant de prendre des décisions. Alors en effet, vous avez raison, gouverner, c'est choisir, mais c'est choisir des solutions qui servent au bien-être de toutes et tous. Mais je redis bien qu'on n'est pas contre un cheminement en bus. C'est comment on met... Ben non, les deux sont possibles. En plus, mais, ne jouez pas les idiots. On peut avoir un bus qui amène des enfants, y compris... non, j'ai dit ne jouez pas les idiots. J'ai pas dit vous étiez des idiots. Hein. Voilà. Non, c'est pas pareil. Non. 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 Bien, on va laisser Madame Bertozzi terminer. essayer de s'y retrouver dans son débat, parce que, et puis ensuite, je donnerai la parole à ceux qui le souhaitent. Continuez, Madame Bertozzi. Donc je continue, effectivement.
Donc, c'est à la fois avoir un transport, mais favoriser de plus en plus effectivement les transports doux pour qu'on en arrive effectivement à utiliser les transports doux. Mais c'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète. Enfin, je ne vois pas où est le problème. D'autre part, vous annoncez quand même un service qui sera payant. 120 €, vous dites que les familles qui ont participé au débat étaient d'accord pour les payer. Vous dites que 110 élèves sont inscrits. J'aimerais savoir combien d'élèves sont concernés par cette mesure pour savoir exactement le pourcentage d'élèves inscrits. Est-ce que toutes les familles, ça c'est une deuxième question, est-ce que toutes les familles sont d'accord pour payer? Aujourd'hui, dans cette crise énergétique, on a des familles qui ne savent pas si elles vont pouvoir mettre de l'essence dans la voiture pour aller travailler, des familles qui ne savent pas si elles vont pouvoir payer leur chauffage de l'hiver. Vous ne voulez pas augmenter les impôts pour garantir le pouvoir d'achat des familles, mais ça ne vous dérange pas que des familles paient 120, voire 240 si elles ont 2 enfants, voire 360 € si elles ont 3 enfants. Donc, comment ? Oui, bah oui. Ben, vous savez bien compter, vous voyez, vous n'êtes pas idiot. Donc, vous faites le choix ensuite d'annoncer publiquement que cet argent sera pris sur le label Ville d'art et d'histoire. Alors moi, j'aimerais bien savoir tout à l'heure, mais peut-être le ferez-vous, si vous direz où vous prenez les 300 000 € supplémentaires de la place Léopold. En attendant, quel est le but de dire ça ? Est-ce que c'est de culpabiliser les utilisateurs? Vous voulez un bus, mais bah, tant pis, il n'y aura plus de label Ville d'art et d'histoire. Ou est-ce que vraiment vous n'en avez rien à faire de ce label? Alors je n'en ai pas l'impression, puisqu'on est tous autour de cette table, et vous l'avez déjà dit, pour que Lunéville continue d'être une ville attrayante. Et ce label, au même titre que le label 4e Fleur, fait partie de l'attractivité de la ville. Or, c'est un label aussi sur lequel beaucoup de gens ont travaillé. Vous-même, vous y avez travaillé. Vous l'avez dit, c'est en 2018 qu'on l'a obtenu. C'est aussi suite à votre travail. Et je crois, moi, qu'il ne suffit pas qu'on dise aux gens, qu'on fasse des campagnes de communication pour dire aux gens qu'ici, on vit moins cher, que c'est mieux à Lunéville. Il faut qu'on y vive mieux, pas moins cher, il faut qu'on y vive mieux. Et ce label Ville d'art et d'histoire, eh bien, c'est aussi une façon de vivre mieux à Lunéville. Donc, ma question, c'est est-ce que Lunéville vaut bien un bus? Est-ce que c'est ça la morale de l'histoire? Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on veut dire, c'est que nous ne sommes pas contre ce bus, puisqu'il répond à un besoin urgent des familles qui ont manifesté une inquiétude importante, et on peut les comprendre. Mais en même temps, on voudrait que ce soit accompagné autrement. Alors, vous l'avez dit, il y a des discussions qui continuent avec le PETR, et dans ce cas, nous, effectivement, on l'entend et ça nous convient bien. Mais est-ce que aussi, il va y avoir cette alternative pour que les enfants puissent aller plus en sécurité à l'école, au collège, au lycée, en vélo, à pied, accompagnés, pas accompagnés, mais en tout cas en sécurité. Si effectivement on en reste à cette histoire de 3 bus qui sera reconduite et pour lequel on verra s'éteindre finalement ce label Ville d'art et d'histoire, nous on ne peut pas voter pour ce bus. On choisira l'abstention parce qu'on n'est pas contre, mais on est pour s'il est accompagné à long terme d'autres solutions. Bien. Alors, Gérald Bardot lève la main. Si, Madame le maire. Alors, on était peut-être dans un polar pour Ville d'art et d'histoire, mais là, on est dans le mélodramatique. Vous m'excuserez, Madame aussi. C'est bien d'aligner pendant 20 minutes des choses. Encore faut-il savoir en donner le vrai contenu. Par exemple, donc on parle d'obésité maintenant, hein, donc les faire marcher, ça sera mieux pour s'amincir. N'oubliez pas quand même que le gouvernement actuel a décidé de mettre des horaires, je crois que c'est une demi-heure tous les jours, de sport dans les écoles. Ça, c'est essentiel.
Vous avez aussi qu'il y a 41 associations sportives à Lunéville et que les gens pratiquent énormément, plus de 40% à Lunéville. Non, non, mais d'accord, mais il y a beaucoup d'aide. Voilà. Donc, ensuite, les transports. Bah, les transports, si vous étiez là à la commission des finances, il me semble. À la commission des finances. Non. Non. Parce qu'on en a parlé à la commission des finances, ça a été expliqué, les transports. C'est une histoire, enfin, je sais pas, je ne maîtrise pas le sujet. Mais les transports, d'après ce que j'ai compris, moi, c'est que les horaires ne correspondaient pas, et il y avait un problème de chauffeur. Après, quelqu'un en rajoutera, mais voilà. Ensuite, concernant le coût, alors concernant le coût, bah, pour les parents, ils s'en sortent bien, parce que, excusez-moi du peu, mais vous parliez d'un réservoir d'essence. Un réservoir d'essence, effectivement, c'est passé de 40 à 50 à 60 euros. Là, ça va leur coûter 12 euros par mois. Ils s'en sortent bien, et ça va rapporter peut-être 12 ou 15 000 à la commune. C'est pas ça c'est juste les intéresser à participer pour garantir la sécurité de leurs enfants. Voilà, c'est comme ça que j'ai entendu aussi. Donc, excusez-moi, mais c'est des choses on n'a pas besoin de 20 minutes pour l'expliquer, ça. On dit, bah voilà, c'est comme si, voilà, pour telle raison, pour telle raison et telle raison. C'est comme ça que je l'entends. Ensuite, si vous permettez, Madame le maire, je voudrais quand même poser aussi une question, moi, j'ai entendu tout à l'heure, sur les cantines scolaires. Parce que quand j'entends je vais poser cette question à mon collègue, Jonathan Villers. Pourquoi? Parce que les cantines scolaires, je lis quand même le journal et je vois, mais alors quasiment tous les jours ou tous les 2 jours, mais incroyablement, les cantines vont monter à droite, à gauche, parce qu'on ne peut plus tenir les coûts, parce que ça a un surcoût pour l'énergie, pour les transports, pour tout ça, enfin, etc., etc. Ben moi, je voudrais savoir, parce qu'on l'a expliqué aussi en commission des finances déjà, mais je voudrais qu'on ait les précisions au conseil municipal de monsieur Jonathan Auvillers. Merci. Alors, je vais donner la parole à Jonathan Villers qui répond à ta question, puis après on recommencera le débat sur. Merci sur les Madame le maire. bus. Gérald, je vais te répondre avec plaisir. Alors oui, nous avons fait le choix de ne pas augmenter encore cette année les tarifs de la cantine. Nous avons, comme l'a rappelé tout à l'heure Madame le maire, diminué les coûts de ceci pour la rentrée de septembre 2020, une diminution de 50 centimes sur les 3 tranches. Ce maintien de tarif et cette diminution et ce maintien de tarif depuis le 1er septembre 2020 ne se fait pas au détriment de la qualité des repas. Tu parlais des collectivités qui ont décidé d'augmenter les repas. Il y en a d'autres qui ont décidé de supprimer soit l'entrée, soit le dessert. Nous fournissons toujours le même repas, la même qualité de repas à tous les utilisateurs des restaurations scolaires. Et nous n'avons pas à rougir des tarifs qui sont pratiqués à la ville de Lunéville, car si nous regardons ce qui se fait dans le secteur, dans des villes de même strate, je prendrai la Déodacie par exemple, ville proche, le repas le moins cher est à 2,50 € quand le nôtre est à 2,40 € et le repas le plus cher est à 5,50 € alors que nous sommes à 4,10 €. Nous sommes sur les mêmes types de strates et je le rappelle aussi pour mémoire pour l'ensemble des élus, c'est que les repas servis à la restauration municipale, dans les cantines scolaires, sont réalisés par la restauration municipale. Nous ne passons pas par un prestataire de service. Autre exemple, à Sarrebourg, 4,55 € le repas le moins cher, 7,60 € le plus cher. Je pourrais continuer cette liste très longue de collectivités. Bien sûr, il faut être complètement honnête avec tout le monde. Il y a des collectivités où les repas sont les moins chers. Mais nous voyons que nous sommes quand même dans les collectivités qui faisons payer les repas scolaires de façon plus que raisonnable et tout en assurant le maintien des coûts, en tout cas cette année. Et la qualité des produits, bien sûr, réalisés par la cuisine municipale en respectant la loi Egalim. Si vous me laissez encore la parole, Madame le maire, je voudrais quand même rebondir sur les interventions qu'il y a eu avant sur le transport scolaire. Pour avoir été associé au travail que tu as fait, je ne peux pas laisser dire que tu as pris ce dossier-là au mois d'août quand les pétitions sont apparues sur les réseaux sociaux. C'est complètement inexact. Vous avez travaillé, Madame le maire, sur ce dossier depuis que ça a été annoncé lors de la réunion du Conseil communautaire du 24 février, débat d'orientation budgétaire.
Vous êtes intervenu sur ce sujet-là en demandant des explications au président. Vous avez même demandé au président ce jour-là de prévenir l'ensemble des familles pour les prévenir que le service mis en place par la CCTLB serait suspendu. Ce qui n'a pas été fait. Courrier que vous avez fait d'information aux familles au courant de l'année. Voilà. Quand j'entends parler de moyens de transport doux, les transports doux, nous commençons déjà à les mettre en place. Je rappellerai pour mémoire que nous avons remplacé un bus par un vélobus. Donc il y a des choses qui se mettent en place, mais il faut laisser le temps que celles-ci se développent et qu'elles se fassent dans les meilleures conditions. Parce qu'après, on peut sauter comme un cabri sur sa chaise et dire des transports doux, on fait tout et n'importe quoi et ça ne fonctionne pas. Nous prenons le temps de réaliser des choses qui tiennent, qui marchent et qui fonctionnent. Voilà ce que je voulais dire pour mettre l'intervention. Merci Madame le maire. Merci, merci Jonathan. Alors, il y a Monsieur L'Huillier qui avait levé le bras. C'était même plus la main, c'était le bras. Le doigt. D'accord. Le bras, j'ai le doigt. Et au bout de mon Allez-y. bras, il y a le doigt. Parfait. Effectivement, ça marche comme ça, Allez-y. je peux rien. Non, mais j'ai suivi le débat sur les bus. Et en fait, c'est ce manque d'anticipation qui m'a interpellé. Mais pas que. Pas que, parce que derrière, je comprends que la tâche n'est pas simple. Je comprends que la tâche n'est pas simple. Parce qu'il y a aujourd'hui une incohérence, je dirais, au niveau des différentes structures. Or, ces structures-là, que ce soit CCTLB, que ce soit le pays, ont tous, chacune, une responsabilité. Moi, je vais vous dire une chose, je suis attaché, de par mon obédience, je suis attaché à la commune. Mais très attaché à la commune. Or, aujourd'hui, ce n'est pas la commune qui décide. Aujourd'hui, c'est quoi? Le PTR qui décide pour l'ensemble. Et donc, du coup, on se retrouve dans des situations, aujourd'hui, qui sont complètement incohérentes et qui nous conduit à ce genre de situation, aujourd'hui, où on doit pallier, vous, Madame le maire, vous devez pallier à des incohérences notoires qui ont eu lieu il y a 2 ou 3 ans en arrière, je n'ai plus la date exacte, avec la CCTLB qui a acheté des vélos, qui a mis en place pour que ce soit pas, qui a supprimé quand même au passage 5 chauffeurs de bus, dont on manque crucialement aujourd'hui. Crucialement. Parce que sur le territoire, il nous en manque 320. Hein. Pas sur le Grand Est. Hein. 320 chauffeurs, je ne sais pas qu'on va aller les chercher, mais n'empêche qu'il nous les manque. Et donc, voilà. Alors, du coup, la redondance, si vous voulez, la redondance des organismes, puis au passage, à chaque fois, à un coût. Parce que derrière, le PETR, c'est aussi des employés, les Comcom, c'est aussi des employés, le niveau de décision, il se situe où et à quel niveau sur le transport? Est-on aujourd'hui en capacité de se dire quand et qui va décider sur le transport scolaire? Je pense qu'il serait grand temps de se mettre autour de la table avec l'ensemble des organismes pour décider une bonne fois pour toutes là où on veut nous emmener. Parce que c'est toujours ce genre d'imbroglio. Parce que là, alors, il y a le PTR, hein, voilà, 4 communautés de communes. Mais bientôt, on va aussi les mettre en super, je ne sais pas comment ils vont appeler ça, hein, j'ai oublié le nom, mais on va arriver à une région où il va y avoir des décideurs qui ne sont déjà plus accessibles à la population. Donc, à un moment donné, voilà, la commune, ça voulait dire quelque chose pour moi. Et pour l'ensemble des citoyens, ça veut dire quelque chose. Madame le maire, vous avez été élue. Pour moi, c'est vous qui devriez être en charge de tous ces problèmes. Le reste, c'est de l'accompagnement. Pourquoi? Moi, j'ai bien écouté le discours de M. Mercier à l'époque de la mise en place, et Jacques était là, à la mise en place de la communauté de communes. C'était pour venir en aide aux communes. Bah, ça date, mais tu étais là quand même. Hein. Bah, il me semble. Et c'était pour venir mettre effectivement, mettre en commun des moyens pour pouvoir diminuer les coûts. Ce au quoi on s'est... Voilà, pourquoi pas. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Les décisions, elles se prennent ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, elles vont se prendre bientôt au niveau encore plus haut que le PETR. Hein, voilà, j'ai situé un peu le truc. Maintenant, voilà, j'ai pas la science infuse s'il doit marcher ou pas.
Moi, il me semble que ce serait plus cohérent d'avoir quelque chose de plus écolo. Alors lequel? J'ai ma petite idée, je vous la dirai pas. Parce que, Le cheval. voilà, Le cheval. sachant que derrière, si, Le cheval. sachant que derrière, ça fait quand même une paire d'années que vous êtes aux responsabilités. S'il vous plaît, changez les fenêtres. Changez les fenêtres du conseil. Parce que là, ça me fait mal aux yeux, ça me fait mal à la tête. Je vous remercie. Bien. Alors, Jacques Lamblin, lève le doigt, la main, le bras. Je te donne la parole. Il faut éteindre, Monsieur Villiers, s'il vous plaît. Essaye de m'empêcher de parler. C'est pas possible. Oui, alors je voudrais non pas répondre à Madame Bertozzi, mais peut-être ramener un peu de clarté dans le débat. Je veux surtout pas, Madame Bertozzi, vous avez dans vos propos sur le style cherché à jeter le discrédit sur le travail de Madame le maire en tenant des propos volontiers blessants, des mots qui blessent. Et donc, moi, je veux surtout pas rentrer dans ce jeu-là et on va rester calme, précis et clair. Ça changera. Alors, premièrement, je voudrais rappeler un élément. Oui, le transport scolaire a été arrêté, mais il faut bien préciser, il faut bien insister, c'est que ce transport scolaire, c'est pour les enfants, les lycéens et collégiens qui habitaient à moins de 3 km du collège et des lycées. Hein. Ceux qui habitent à plus de 3 km sont toujours transportés par la région. Hein. Donc il y a un réseau de transport scolaire qui s'occupe de ces enfants-là. Et comme ça fait peut-être une vingtaine d'années à peu près, comme il restait le problème des enfants habitant à moins de 3 km, alors quand ils sont à 300 mètres, ce n'est pas un sujet, mais quand ils sont à 2,9 km, comme à la Faisanderie, c'est évidemment un vrai problème qui inquiète les parents en particulier. Alors, une fois qu'on a bien posé ça, parce que c'est important que pour ceux qui nous écoutent ce soir, c'est important de comprendre que c'est uniquement ces enfants-là qui sont concernés par le problème, pas d'autres. Hein, Et c'est pas tous les enfants de Lunévillois. Non, bien sûr. Et c'est pas seulement la commune de Lunéville, parce qu'il y a Chanteux, Jolivet, bon, et également Baccarat, et également dans d'autres territoires que notre Bayon communauté de communes. Hein, voilà. Donc, et que s'est-il passé? Eh bien, pour pallier cette difficulté, il y a une vingtaine d'années à peu près, la communauté de communes de l'époque a dit, eh bien, nous allons assumer ce transport des 3 derniers kilomètres pour ceux qui en ont besoin. Ça s'est fait, hein, mais ce n'était pas du transport urbain, c'était un autre transport scolaire qui était fait pour arranger les affaires des familles et qui était fait alors que ça n'était pas une compétence de l'intercommunalité. C'était cadeau, quoi, si vous voulez, de l'intercommunalité pour le faire. Hein, d'accord? Tu es d'accord avec ça? Bien. Alors, attendez. Non, attendez. Laissez-moi terminer. Bon. Donc, il faut bien comprendre que ce transport-là, c'était un transport scolaire. Ça n'a jamais été un transport urbain qui a assumé cela. Les enfants peuvent effectivement prendre le transport urbain s'ils le veulent ou s'ils le peuvent, ou si ça correspond à leurs horaires, mais c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Donc l'UNEO n'a rien à voir là-dedans. Hein. Alors, c'est d'ailleurs pour ça que Madame le maire, au départ, quand elle a appris que ça allait s'arrêter, première tâche à laquelle elle s'est attachée, c'est de voir avec le PETR qui organise l'UNEO, est-ce qu'on pourrait caler les horaires pour que les enfants arrivent à l'heure. C'est ce que Madame le maire a expliqué. Hein. Oui, quand même, avec précision. Or, la réponse a été, c'est pas possible parce que changer les horaires, ça change les donnes concernant le marché, ça remet en cause le marché est passé pour plusieurs années, et donc on ne peut pas le faire. Mais ça a été étudié. Tout cela pour vous dire que, et là moi je suis témoin, que depuis des mois, Madame le maire, et puis on en a tous un peu discuté, on est sur le sujet, hein, et j'en veux pour preuve les réunions de quartier. Alors,
Moi, je suis allé, peut-être pas à toutes, mais à beaucoup. Et au mois de juin, vous n'assistez pas trop aux réunions de quartier, mais au mois de juin, je vois encore à la Faisanderie, où le sujet a été très largement évoqué avec les familles. Madame le maire a déjà dit, on essaye de trouver une solution, mais on ne vous abandonnera pas. Alors après, qu'on prenne le temps jusqu'au bout, de trouver, d'essayer d'insister, quoi, pour essayer de trouver les moyens nécessaires, moi, c'est de la bonne politique, quoi, c'est ça. Mais en même temps, c'est pas au dernier moment que la preuve, c'est que vous avez communiqué, Madame le maire, fin août, et le 2. Non, j'ai communiqué bien avant. Oui, non, mais la décision a été affichée fin août. Hein, et le 2 septembre, c'est le 2 ou le 3 là, le 2 septembre, le 1er septembre, eh ben, les bus fonctionnaient. Hein, donc on n'a pas été pris de court. Voilà, donc ça c'est déjà pour la façon de procéder. Maintenant, évidemment, je ne suis pas surpris du débat. Alors, vous choisissez entre la culture et le bus, quoi. Non. Ça a bien été expliqué. Il faut bien comprendre qu'il y a une priorité. Il faut que les enfants soient en sécurité. Ça a été dit et redit. Ça, c'est la priorité. Après, il faut trouver l'argent pour financer le bus, puisque c'est quand même la solution la plus sécurisante pour les enfants, même si les autres peuvent s'envisager. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on propose un bus qu'on a interdit aux enfants d'y aller en vélo. Hein, ou à pied. Évidemment, Ou à pied. hein. Donc, c'est les parents, après, qui décident. Hein. Mais en tout cas, il y a l'option bus qui est là. Donc, une fois donc que cette opération est lancée, parce que je suis un peu paumé dans mon truc à force d'en discuter. Oui, oh, c'est pas... Attendez. Oui, alors le sujet, cette priorité, c'était de permettre aux enfants de prendre le bus, et puis il fallait le financer. Et là, il y a 2 impératifs majeurs. Premièrement, c'est facile de dire on paye, puis on verra bien. Hein. Alors on verra bien, ça sera quoi? On va diminuer les investissements? Pas question. Parce que là-dessus, on est ferme depuis 15 ans. Hein. On investit un maximum tous les ans. Voilà. C'est ça l'avenir. Donc, il fallait trouver une solution sans augmenter les impôts, bien entendu, parce que augmenter les impôts pour payer ça, ça veut dire qu'on fait payer à tout le monde le bus. Hein. Et ça, sauf voilà, c'est pas juste. C'est pas juste. Donc, il fallait trouver l'option la moins péjorative pour notre collectivité, pour avoir trouvé un financement. Alors, le fait de mettre entre parenthèses, de suspendre cette affaire de Ville d'Art et d'Histoire, qui est un projet qui est particulièrement important à mes yeux, puisque c'est quand j'étais maire qu'il a été mis en œuvre, qu'il a été sollicité et obtenu. Et Catherine Paillard l'a rappelé, c'est elle qui a présenté la délibération au conseil municipal. Donc ce n'est pas, on n'a pas dit on arrête, fini, rideau, terminé, on ne pense plus à ça. Non, c'est une mise entre parenthèses qui durera, on va voir comment les choses vont se passer. Hein. Donc ce n'est pas du tout pareil. Et il faut bien comprendre que c'est la solution la moins douloureuse sur le plan financier pour nos concitoyens. Et surtout, ça permet de garantir la sécurité des enfants. Et ça, c'est un élément absolument majeur. Maintenant, le prix. 120 €, oui, ça peut être un budget pour des familles, incontestablement, mais on a annoncé la couleur, combien ça coûtait? 130 000 €. C'est-à-dire que le projet est subventionné à plus de 90% par la ville. Plus de 90%. C'est-à-dire que ce n'est pas plus cher qu'un ticket de bus. Quelqu'un qui prend un bus pour aller dans la ville, pour aller faire ses courses, eh ben, il paye à peu près ça, des sommes de cet ordre-là, parce que l'argent public qui finance les réseaux de transport, c'est à peu près 85 à 90%. Hein, voilà. L'usager paye rarement plus de 10-15% du transport qu'il utilise. Donc, on reste... moi, je trouve que la solution qui est proposée, bon, on passe beaucoup de temps sur le sujet comme prévu, mais je pense que vous aurez
du mal à convaincre les Lunévillois que la trottinette aurait été quand même beaucoup mieux. Bien, merci Jacques. Est-ce qu'il y a... Alors, Madame Bertozzi, vous aviez beaucoup parlé, donc je vais laisser la parole à Monsieur Vallois d'abord. Oui, merci. Bon, c'est vrai que le débat était annoncé comme devant prendre son temps. C'est une décision importante. Il y a des enjeux importants sur la réponse aux besoins de nos concitoyens, des besoins qui ont été exprimés avec vivacité dans un contexte, et vous n'enlèverez pas cela, dans un contexte de mise sous pression de ces parents d'élèves qui, 15 jours avant la rentrée, se sont retrouvés dans une situation d'inquiétude importante. Donc vous ne pourrez pas enlever que c'était une situation particulière. Nous prenons le temps de ce débat et c'est tant mieux. Moi, je voudrais deux choses. Redire quand même que les espaces de travail constituent la communauté de communes du territoire de Lunéville-la-Baccarat ou le pôle d'équilibre territorial et rural du pays du Lunévillois. Ce sont des coopératives de communes. Pour répondre aussi à la réflexion de mon collègue Pascal Lhuillier, on a ici des institutions qui ne sont pas des collectivités locales de plein exercice, mais bien des regroupements dans lesquels, et je pense que c'est très important de le rappeler à nos concitoyens qui nous écoutent ce soir, Madame le maire ainsi qu'un certain nombre d'entre nous autour de cette table siégeons. Mais Madame le maire, à premier titre, en tant que représentante de la ville de Lunéville, siège à la communauté de communes ainsi qu'au pays du Lunévillois. Et il y a une voix délibérative importante qui compte, parce que Lunéville est la ville la plus importante de cet espace de coopération, de ces espaces de coopération. Et donc, on ne peut pas laisser dire que les décisions qui sont prises à la communauté de communes ou au PETR sont prises sans que Madame le maire ait eu son mot à dire ou sans que voilà, les choses soient faites enfin, avec des prises de décision qui seraient à l'encontre des projets politiques de la ville de Lunéville. Donc, quand on a dit ça, je pense que c'est important de le rappeler, parce que la question, qui n'est pas anodine, du bus de ville, et pour refaire l'historique, Monsieur Lambert, moi je ne suis pas d'accord avec vous. On a mis en place, il y a une vingtaine d'années, et je pense que c'était la ville de Lunéville à l'époque qui était compétente, un service de transport urbain. Et ce service de transport urbain, tout le monde y avait accès à l'époque. Et encore aujourd'hui. Et c'est... Voilà. Non, mais ce service de transport urbain, à l'époque, il desservait correctement aux bons horaires les établissements scolaires de la ville. Donc, moi, ce que je dis depuis le début de cette histoire, c'est continuons, retrouvons le bon sens d'un réseau de bus urbains qui dessert les établissements scolaires de la ville et que pourront prendre tout aussi bien les élèves qui se rendent au collège ou au lycée que les personnes qui ont d'autres activités. C'est ça le sens du service public qu'on a tous à défendre ensemble. Et Madame le maire, au sein du PETR, doit défendre ce point de vue-là, bec et ongle, et très fortement. Moi, je ne comprends pas quand plus de 12 mois, parce qu'on l'a appris officiellement en communauté de communes lors du DOB, mais je pense que c'est un sujet qui était quand même dans les tuyaux au niveau de la communauté de communes depuis plusieurs mois. C'est pas il y a 6 mois à la communauté de communes qu'on a découvert qu'il y avait des problèmes financiers et que le président a annoncé qu'il voulait recentrer sur les compétences strictes de la communauté de communes. Nous sommes tous témoins, ceux qui siègent au conseil communautaire. Donc pour moi, vous aviez le temps, Madame Paillard, vous aviez le temps de travailler efficacement avec l'organisme PETR dans lequel vous siégez, coopérative des intercommunalités du territoire, et trouver une solution pour que le Lunéo soit adapté à cette problématique. Maintenant, ce n'est pas le cas. J'ai entendu que ça le serait peut-être, que vous ne perdez pas espoir pour que ça puisse l'être dans quelques temps, quelques mois, et je pense qu'on s'en réjouira tous à ce moment-là. En attendant, vous trouvez une solution de pis-aller, disons-le, avec des choix discutables. Vous avez entendu nos arguments. On ne sera pas d'accord avec vous là-dessus. Vous êtes convaincu que c'est la bonne solution. Voilà, je pense que je ne vais pas apporter une conclusion trop rapide au débat, mais les choses sont posées. Maintenant, nous, on vous attend vraiment sur la suite à donner, sur le devenir du Lunéo et la desserte, le remplacement de ce pis-aller
par la desserte du Lunéo. Bien, je vais déjà parler. Déjà, vous avez, systématiquement, vous imaginez, je ne sais quoi par rapport à des rapports avec le PETR ou la communauté de communes. Déjà, ça commence à suffire. On travaille de concert. Seulement, visiblement, vous ne savez pas ce qu'est une DSP. Le PETR a une DSP jusqu'en 2025, ce qui peut les mettre en difficulté pour revoir complètement le réseau de transport Lunéo. Et de un. Lunéo est financé, il faut quand même le rappeler, par des entreprises de plus de 11 salariés, dont bien évidemment la commune de Lunéville. Oui, parce qu'il y a plus de 11 salariés dans la commune de Lunéville. Et cette manne financière, son objectif doit servir à amener les personnes à leur travail. Alors, les déposer de chez eux ou près de chez eux, à la gare éventuellement, parce qu'on ne les amène pas sur les industriels pour qu'ils prennent le train, etc. C'est ça l'objectif de la taxe transport. Non, je vais finir. Je ne vous ai pas interrompu, je vais finir. L'objectif de la taxe transport, c'est d'amener les salariés vers leur lieu de travail. Déjà, il faut le rappeler, c'est l'objectif. Enfin, je siège comme vous, monsieur, et comme certains membres de votre liste à la communauté de communes. J'ai une voix comme vous. Je pense que je vous rappelle ce que c'est la démocratie. Hein. On a une voix. Comme quand on vote pour n'importe quelle élection, j'ai une voix. Et je tiens à dire, rapport de l'Est républicain, donc du 26 février 2022, quand le président a annoncé, et je me suis exprimée ce jour-là, ainsi qu'un certain nombre d'élus de ma majorité, quand le président a annoncé que c'était la fin d'un service, parce que c'était pas à la communauté de communes de payer, et qu'on va parvenir sur les soucis financiers, etc. Je lui ai dit que nos concitoyens, parce que vous êtes lunévillois comme moi, allaient être pénalisés et que c'était vraiment dommage pour les lunévillois et pour les parents des enfants. Je me suis exprimée fortement, d'ailleurs ça a été repris par l'Est républicain. Donc voilà. Maintenant, concernant l'anticipation de ce dossier, Monsieur L'Huillier l'a dit tout à l'heure. Alors, je n'ai pas vérifié les chiffres, mais vous avez dit que dans la région Grand Est, il manquait encore 320 conducteurs de bus. On ne dit pas chauffeur, on dit conducteur de bus. Vous imaginez que, sous une pression que vous imaginez, j'ai appelé le 25 août un transporteur pour lui dire il me faut 3 bus à Lunéville le 1er septembre. Vous imaginez ça? Il fallait des bus, il fallait des conducteurs. Tout le monde sait la pénurie aujourd'hui qu'on a. Donc bien évidemment, c'était anticipé. Bien évidemment, je ne voulais pas le dévoiler tout de suite parce que j'espérais jusqu'au bout que ce ne soit pas la ville de Lunéville qui paye ce transport. Voilà, on était quelques-uns dans la confidence, dont mon premier adjoint, parce que je ne voulais pas que ce soit la ville de Lunéville qui paye ce service. Donc, bien évidemment, c'était anticipé. Et moi, contrairement à Madame Bertozzi, moi, je ne regarde pas Facebook, moi, je reçois les parents. Moi, je ne me fais pas mon idée par les réseaux sociaux. J'ai reçu des parents tout l'été dans mon bureau, tout l'été, pour leur expliquer que je comprenais leurs soucis, que je comprenais le souci de sécurité de leurs enfants et que j'aurais une solution à la rentrée, mais que, pour le moment, à l'époque, je ne voulais pas la dévoiler. Mais tous les parents que j'ai rencontrés ont été rassurés quand ils sont sortis de mon bureau parce qu'ils savaient qu'on aurait une solution. Jamais je n'ai dévoilé la solution. On était vraiment très peu dans la confidence. Donc, je pense qu'il faut arrêter. La communauté de communes, le PETR sont effectivement au service des Lunévillois, mais comme ils sont au service des autres collectivités, et comme vous, je suis très attachée à la commune et je défends la commune. Rassurez-vous. Donc l'anticipation, elle a eu lieu. Je tiens vraiment à expliquer ce point parce que ça commence à être désagréable de dire qu'on n'anticipe pas. Je rappelle, 3 conducteurs de bus le 1er septembre, ça s'est anticipé depuis plusieurs mois. Ça n'est pas arrivé comme ça. Bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres
Non, on ne peut pas dire qu'on a laissé les gens comme ça. Toutes les personnes qui ont souhaité me rencontrer, que j'ai eu au téléphone, avec qui j'ai échangé des mails, que j'ai vus physiquement, ont été rassurées lors des échanges. Bah écoutez, c'est pas vous qui êtes aux manettes, je suis désolée, mais moi j'ai rassuré dire. Vous avez parlé, il y a d'autres mains qui se Il y a eu un lèvent. courrier, Il y a quand même, Laurie de- Jochot début août. Duplessis et ensuite il y a Ludovic Chaumet. Merci, Madame le maire. Moi, je dois dire que je suis personnellement assez désappointée et déçue par les choix financiers qui ont été faits, consistant à mettre en pause, pas abandonner, hein. J'ai bon espoir que ça revienne et je fais confiance à notre majorité. Néanmoins, c'est pour moi ce label Ville d'art et Histoire qui va être mis en pause et source d'attractivité, notamment touristique et plus largement de rayonnement pour notre ville. Et c'est vrai que compte tenu de ce choix, je préfère m'abstenir sur cette délibération et Benoît Tallot, dont j'ai le pouvoir également. D'autre part, je voulais juste préciser quelques éléments. Moi, étant dans l'exécutif de la CTTLB, je voulais quand même rappeler par rapport toute la discussion qu'il y a autour de la communication qui a été faite. Je pense qu'il est quand même honnête de rappeler que le président avait dit qu'il ne communiquerait pas sur une fin de service parce que pour lui, c'est une fin de financement et pas de service. Et un financement qui est reposé sur 43 communes, puisque la CCTLB est une coopérative de 43 communes, sur un service qui ne concernait que 3 communes, et donc ce qui était peut-être un petit peu injuste pour les 39 communes. Voilà, je préfère le préciser. Ok, merci Laurie. Ludovic Chaumet. Merci, Madame le maire. Alors, moi, ça me fait bien rire ce soir, c'est entendre l'opposition. Parce que le soir du 24 février, si je ne me trompe pas, M. Auvillers, moi-même, Mme Payard, avons pris la parole pour parler du bus. Et si on prend les comptes rendus du Conseil, je me suis amusé à les écouter. Vous avez pris la parole, M. Valois, Mme Di Marino, M. Maire, pour parler que de vélo. Vous n'avez jamais parlé de la suppression des bus. Nous avons défendu l'idée que la communauté commune ne devait pas supprimer les bus, que vous parlez que de vélo. Alors maintenant, expliquez aux gens. Alors, je vais vous rappeler une histoire quand même. Pourquoi les bus Lunéo, ou avant Lunéo, je ne sais plus comment ça s'appelait, les enfants ne prenaient plus le bus? Mais il y en a dans votre groupe qui siégeaient au conseil communautaire à ce moment-là. Ça remonte. Et Jacques Dewel, le soir du conseil communautaire, en a parlé. On a enlevé les enfants dans les bus scolaires, dans les bus urbains à cause de l'insécurité qu'il y avait. Il y avait des problèmes dans certains bus où il y avait des dégradations. Les gens se plaignaient. Au moment-là, l'exécutif a décidé de mettre des bus. À partir de là, la proposition qui a été faite en 2018, qui a coûté comme 400 000 € au total, c'est mettre des vélos aux parents. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un tollé. Monsieur le maire Jacques Lambert peut expliquer, parce que je pense qu'il a été aux réunions, où les parents ne voulaient pas entendre parler de vélo. Ah oui. Ils ne voulaient pas entendre parler de vélo. Ils voulaient des bus. C'est-à-dire que la communauté de communes a remis des bus. Mais c'est comme... Non, mais vous nous donnez des leçons de morale ce soir. C'est comme magnifique. Vous donnez des leçons de morale. Le jour du sujet où nous on apprend, nous les élus du conseil communautaire, en DOB, qu'on va nous supprimer le financement. Alors quand on supprime un financement, Laurie, on supprime le service. Hein, excuse-moi. Mais si demain je paye plus... Si je paye plus... Non mais Laurie, si demain je paye plus mon abonnement chez Orange, ils me le suppriment. Ils ne me le laissent pas gratuitement. On a comme appris ça au conseil communautaire, nous avons monté au créneau. Mais vous n'avez jamais monté au créneau. Vous n'avez même pas soutenu la majorité, vous n'avez même pas soutenu Lunéville. Et vous dites que vous voulez être élu à Lunéville, moi ça me fait rire. Les gens rigolent. À un moment, soyez honnête avec vos électeurs. Dites clairement les choses. C'est quoi votre proposition? Moi, je voudrais savoir une chose, parce que Mme Bertozzi disait tout à l'heure. Dans votre programme, vous avez un projet dans les rues de Lunéville pour faire des cheminements de piétons vélos. Moi, je voudrais bien savoir quelle rue. Où on va supprimer le stationnement, peut-être la voiture. Alors, moi, j'aimerais tous. Moi, il faudrait me le dire. Oui, non, mais ça existe ailleurs. Mais allez, il faut à un moment être honnête, dire clairement, dans telle rue, on supprime la voiture, on met le vélo. Voilà, allez-y, allez voir les commerçants, allez voir le courage, allez voir les commerçants. Merci, madame. Bien. Bon, en tout cas, je pense qu'on a bien débattu sur le sujet. On a bien débattu sur le sujet. Je voudrais rassurer certains concernant ce label.
je l'ai toujours dit, je l'ai écrit, on le suspend. Voilà, j'espère que cette suspension sera la plus courte possible, mais ça ne nous empêche pas de continuer à développer la culture, entre autres, parce que je vous rappelle qu'on a un vrai projet sur l'église Saint-Maur et qu'on en reparlera dans, je sais pas, le mois prochain ou le mois suivant, en tout cas certainement pour le budget. On a un gros programme de rénovation de la façade de l'église Saint-Jacques, donc un monument emblématique culturel de la ville, bien évidemment. Enfin, je retiens quand même, Madame Bertozzi, parce que ça m'a fait quand même un peu sourire, que vous proposez aux enfants de marcher, mais vous avez bien dit qu'à l'époque, vos enfants prenaient le bus. Excusez-moi, là, j'ai pas pu m'empêcher de le relever, parce que le débat est clos. Le débat est clos. Non, mais voilà, je peux pas, ça m'a fait un peu sourire, donc je peux pas m'empêcher de le faire remarquer. En attendant, Jonathan, tu vas lire la délibération, parce que tu vas reprendre ton rôle concernant les affaires scolaires. Merci, Madame le maire. Donc, projet de délibération, le conseil municipal adopte le tarif de 120 € annuel à compter du 1er septembre 2022 pour les élèves collégiens et lycéens s'inscrivant au transport en bus proposé. Précise que le règlement se fera de manière trimestrielle à raison de 40 €, tout trimestre commencé étendu. Merci, Jonathan. Alors, qui est contre ce projet de délibération? Qui s'abstient? Alors, l'équipe de M. Valois, plus Laurie et le pouvoir de Laurie. Alors, la deuxième délibération adoptée à la majorité, à l'unanimité. Mais pardon, excusez-moi, j'ai oublié de préciser. La deuxième délibération concerne le réaménagement de la place Léopold. Donc, c'est un dossier aussi important pour notre ville. Donc, je rappelle que dans le cadre de notre programme, le programme pour lequel notre majorité a été élue, nous nous sommes engagés à réaménager 4 places de Lunéville. Après la place Victor Hugo, la place des Carmes, donc c'est autour de la place Léopold, afin de réaménagement qui devra répondre aux enjeux climatiques en luttant contre les îlots de chaleur, et on l'a vu particulièrement cet été, que sont les places et les cours d'école. Le montant de cette réhabilitation est de l'ordre aujourd'hui de 1 300 000 €. Pour rappel, nous avons travaillé avec un cabinet d'architecture et paysager, le studio Ladin, en lien avec l'architecte des bâtiments de France et dans le cadre de 4 ateliers de concertation. Ces 4 ateliers de concertation ont lieu en mars, à des horaires et des jours différents, afin que un maximum de personnes puissent se libérer, que ce soit les habitants, les commerçants, du marché ou pas, et les commerçants en général. Et ce, afin de donner leur avis sur la place à venir. En plus de toutes ces réunions, ont été pris en compte les emails reçus à la mairie. J'ai fait une synthèse de ces ateliers de concertation. Donc, que je vais vous citer parce que c'est important qu'on les connaisse bien tous et que les Lunévillois les connaissent. La place Léopold tient une place importante dans le quotidien des Lunévillois et dans l'identité de la ville. Tous souhaitent la valoriser. Il a été relevé à plusieurs reprises que le vide central doit être protégé et valorisé. La place est un endroit historique fort entre le château et la gare, et il est primordial de continuer à embellir cet axe. Beaucoup déplorent l'aspect actuel, qu'ils qualifient de vide, et regrettent que cet espace soit envahi par des voitures. Beaucoup partagent l'idée d'apporter davantage de lieux de vie et de convivialité. Elle devrait accueillir plus de manifestations. Les habitants ont constaté également un problème d'éclairage par rapport aux rues adjacentes. Ils s'accordent également à dire que faire une pause sur cette place est aujourd'hui inconfortable de par la qualité du mobilier urbain et du peu d'espace végétalisé.
Tous insistent que le marché sur la place contribue à la fréquentation du commerce du centre-ville. L'idée d'une halle couverte a été évoquée à plusieurs reprises, mais là je referme le débat tout de suite. Ce ne sera pas possible et envisageable en raison de l'histoire de cette place. De nombreux usagers ont demandé l'installation de nouveaux sanitaires. Au sujet de la présence de l'automobile, il est important de conserver la circulation hors période de marché autour de la place. La majorité des habitants estiment que le stationnement sur la place ainsi que la circulation est dangereuse. Aussi, l'écrasante majorité se positionne en faveur de la suppression du parking. Il est à noter qu'il est nécessaire de mieux indiquer les parkings existants afin de faire changer efficacement les habitudes. Au sujet de la végétalisation et du paysage, tous s'accordent à dire qu'il est impératif d'accorder plus de végétalisation et tous souhaitent la voir plus verte, ce qui nous conforte dans notre décision de réaménagement de la place. Donc la démarche de concertation a été globalement appréciée et soulignée par les habitants qui nous ont indiqué souhaitent contribuer à donner leur avis sur les différents projets de la ville. Concernant les travaux actuels, je donne la parole à François Frey. Merci Madame le maire. Les travaux d'eau potable autour de la place Léopold avancent correctement, bien que les contraintes sont importantes, circulation, commerce, centre-ville, etc. Une première tranche est terminée. Elle comprenait le remplacement de la canalisation le long de la place côté Monoprix, ainsi que celle située rue Gambetta entre la rue Carnot et le côté gauche de la place. Chacun a eu la possibilité de visualiser l'état de ces canalisations et pour ceux qui n'ont pu les voir, nous vous les présentons à l'écran. La deuxième tranche va débuter le long de la route côté Salon des Halles. Dernièrement, des sondages ont été réalisés entre les rues Banodon, Leclerc et Basset. Il s'avère que là aussi, les canalisations sont très dégradées. Il a été décidé que du 19 septembre au 22 septembre, la partie Banodon-Leclerc sera changée. Du 23 septembre à la première quinzaine d'octobre, la partie Leclerc-Basset sera changée et le restant des travaux le long de la place, côté Salon des Halles, seront finalisés. Bien évidemment, une communication sera réalisée ainsi que les déviations afin de pénaliser le moins possible les commerçants et les habitants. Le coût de ces travaux s'élève à 231 000 € TTC. Il est regrettable de constater que ces réseaux sont dans un état à la limite de la rupture, alors que leur remplacement aurait pu être réalisé lors de la réfection en 2000. Une rupture de ce type de canalisation peut entraîner une importante inondation de quartier, une coupure d'eau du centre-ville et une intervention dans l'urgence, beaucoup plus complexe avec un sous-sol et une voirie très dégradée. Merci Madame le maire. Merci François. Donc l'objet de la délibération, vous l'avez tous lu, c'est demander des subventions à toutes les collectivités qui peuvent nous aider pour financer ces travaux. Donc sont l'État, la région, le département, l'agence de l'eau, l'Europe et puis toutes les autres. C'est pour ça qu'on met autres collectivités éventuelles qui peuvent nous aider à financer ces types de travaux. Alors, c'est une demande de subvention, mais néanmoins, je pense qu'il va y avoir des questions. Donc, qui veut prendre la parole sur ce dossier de la place Léopold? Monsieur Lhuillier, pardon, je ne vous avais pas vu. Vous avez levez-moi ou la main. Non, c'est juste pour interpeller M. Franier, parce que du coup, en 24 ans, enfin 22 ans, une canalisation, elle peut se dégrader. Hein. Donc dire que ça n'a pas été fait en 2000, je ne pense pas que ce soit nécessaire comme intervention. Une canalisation a une vie de 60 ans minimum, et là, elle a 80 ans. Non, mais je ne sais pas si tout le monde a entendu ce que François a dit. Hein. Une canalisation, c'est en eau, c'est 80 à 90 ans. D'accord? Non, non, mais sérieux. Là, elle a
Elle a plus d'une centaine d'années. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un peu plus de 20 ans, 24 ans, vous l'avez dit, sincèrement, elle aurait dû être changée. Là, on risquait, si, vous remontrez, si vous le pouvez, les photos, il y avait un vrai risque, il y avait un vrai risque. Voilà. Donc, il n'y en a pas eu, tant mieux, hein, on va pas... Mais quand vous voyez l'état des canalisations, sincèrement, on peut se poser des questions sur le risque que nous, les Lunévillois, avons encouru par rapport à des canalisations de ce type. Voilà c'était important de le préciser par rapport aux travaux actuels autour de la place. Alors, d'autres remarques? Monsieur Valois, pardon. Oui, alors, j'ai un peu de mal à comprendre l'argumentaire par rapport aux canalisations et la raison pour laquelle vous insistez là-dessus. Bon, vraisemblablement, il y a un projet qui prend effectivement un peu d'inflation par rapport à ce que vous aviez projeté il y a plusieurs mois. Alors, vous allez justifier par ce chantier complémentaire, mais très très bien. Enfin, je veux dire, d'accord, mais premièrement, je pense que le sujet de la gestion du réseau d'eau dans la ville n'a pas grand-chose à voir avec le réaménagement de la place. On peut très bien imaginer le réaménagement complet que vous envisagez. J'entends, on aurait pu très bien imaginer de remplacer les canalisations d'eau proprement, sans pour autant que l'ensemble de la place fasse l'objet d'une rénovation aussi lourde que celle qui est envisagée là. Je pense que parmi les sujets, Madame le maire, qui reviennent de manière récurrente dans les échanges avec les habitants qui ont pu contribuer au débat ou sans même contribuer au débat, interpeller à d'autres moments, c'est aussi, mais ah bon, mais refaire la place, elle a fait l'objet d'une rénovation il n'y a pas si longtemps. Alors, on est tous là, on ne se voit pas vieillir, 20 ans, 24 ans, ça commence à chiffrer, on est d'accord. Enfin, en même temps, le réinvestissement d'un projet aussi lourd sur un espace public de la ville comme celui-là, là aussi, c'est une question de priorité. C'est un choix que vous faites de votre majorité d'investir ce montant et cette ampleur de travaux, alors qu'un autre projet, beaucoup plus doux, beaucoup plus simple, beaucoup plus léger, aurait pu être envisagé, peut-être comprenant aussi le sujet de l'entretien nécessaire du réseau d'eau de la ville. Donc voilà, pour ça, et aussi parce que finalement, sur ce sujet, de bout en bout, on voit quand même assez peu d'informations précises, parce que la concertation, vous l'avez organisée effectivement au printemps, et puis finalement, depuis le mois d'avril, on n'a plus jamais entendu parler de ce dossier, et puis on nous présente un projet avec une nouvelle demande de subvention. Pour toutes ces raisons-là, vous comprendrez qu'on s'abstiendra sur cette délibération. Parfait. Alors, juste pour préciser, si on vous a montré l'état des canalisations, c'est pour déjà expliquer, à vous expliquer, mais aussi expliquer aux Lunévillois pourquoi on fait ce type de travaux. Ça me semble toujours important d'expliquer les choses. En même temps, depuis 14 ans maintenant, chaque fois qu'on fait des travaux, on s'occupe bien évidemment de ce qui se voit, hein, mais aussi avant, on analyse les réseaux. Et ça, c'est important. Parce que l'idée, c'est justement de ne pas redéfaire quelques années après ce qui a été fait. Et ça, on le fait systématiquement depuis 14 ans. Donc, et ça, c'est important, c'est rassurant pour l'avenir. Concernant la place, effectivement, je présente le projet avec François, les entreprises qui seront sélectionnées lors des appels d'offres début octobre. Donc on va se charger d'envoyer les invitations d'ici quelques jours, je pense, afin de montrer aux Lunévillois le projet définitif de la place, où bien évidemment tout ce que je vous ai expliqué dans le cadre des ateliers de concertation ont été pris en compte. Et vous imaginez que ce projet, un projet de telle ampleur sur la principale place de la ville, mérite quand même quelques semaines, voire quelques mois de travail. Voilà. Allez-y, je vous laisse la parole.
Je rebondis simplement sur un élément que vous venez de donner pour vous formuler officiellement une demande, et j'aimerais vraiment qu'elle soit prise en compte. Vous venez d'évoquer une réunion publique de concertation pour la présentation du projet aux habitants. Monsieur Lamblin a évoqué tout à l'heure les réunions de quartier auxquelles il ne nous voyait pas très souvent. Je tiens à dire ici, et que ce soit vraiment entendu, que nous souhaitons recevoir les invitations que reçoivent l'ensemble des élus de la majorité pour ces différentes réunions et ces différents rendez-vous et ces différents événements. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, Madame le maire. Nous ne recevons pas ces invitations. Nous sommes, comme tout concitoyen lunévillois, informés par les médias locaux et nous pouvons faire nos agendas en fonction, mais jamais, sur ce type de rendez-vous, jamais nous ne recevrons la moindre incitation. Donc je demande à ce que ça soit le cas, comme il se doit vis-à-vis de tous les élus du conseil municipal, me semble-t-il. Alors, je vais peut-être vous étonner, mais tous les élus du conseil municipal, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, ne sont pas invités aux réunions de quartier. Seuls les adjoints et les conseillers délégués en charge de responsabilité sont invités aux réunions de quartier. Après, comme vous l'avez dit justement, vous êtes informés. Non, mais vous êtes informés. C'est un problème, Madame le maire. C'est un vrai problème. À mon avis, c'est un vrai défaut de communication. Déjà, ce sont des réunions de quartier qui concernent les gens du quartier. Et quand il y aura des réunions, j'allais dire dans notre quartier, vous serez invités comme n'importe quel habitant du quartier. Mais aujourd'hui, et vous pouvez, je vois, tout le monde dit, mais on ne sait plus où était l'invitation. Non, les personnes autour de la table qui n'ont pas de délégation ne sont pas invitées aux réunions parce qu'on évoque des sujets concernant les délégations des uns et des autres. Et je dois même dire, quand on n'est pas forcément dans un quartier où il y a des commerces, je regarde Claude Bailly, elle n'est pas invitée parce qu'il n'y a pas de commerce dans le quartier, etc., etc. Ce sont des réunions où là, l'exécutif présente ou écoute des problématiques que l'exécutif règle au fur et à mesure. Voilà. Bien. Et je pense que c'est votre choix de ne pas C'est nous mon inviter, choix, mais je ne suis pas sûr que ce soit de bonne tenue par rapport à la logique de la démocratie locale et du fonctionnement d'une collectivité. Je tiens à le dire vraiment parce que c'est un vrai problème. Nous sommes tous ici responsables du budget municipal, de la vie de la collectivité. Et là, vous venez à la rencontre des habitants, présenter des choses, rendre compte ou échanger sur les projets. C'est normal que ce soit vous, en responsabilité, qui preniez la parole, mais l'ensemble des conseillers municipaux devraient être invités à ce type de rencontre. Je pense que tous les gens qui nous regardent seraient d'accord avec moi si on leur demandait leur avis. J'aurais bien aimé que dans toutes les instances, ce soit aussi transparent, et je peux vous dire que c'est la tradition, et j'ai remonté la tradition à plus de 25 ans, jamais l'opposition ou les personnes en non-responsabilité n'ont été invitées aux réunions de quartier depuis plus de 25 ans à Lunéville. Donc, voilà. Bien. Je croyais qu'on avait fini le débat, mais je vous donne la parole, Madame Bertozzi. Oui, je ne veux pas relancer le débat. Je me réjouis simplement, enfin nous nous réjouissons dans le groupe, que les Lunévillois aient choisi d'enlever les voitures de la place Léopold. Depuis quelques années que nous le répétions, c'était important que la place, qui était quand même la place de centre-ville, ne soit pas utilisée par les voitures. Nous remarquons, vous nous répondiez chaque fois que tout le monde était content, et nous remarquons aujourd'hui qu'effectivement les gens ont envie de retrouver cette place piétonne. Et voilà, nous nous en réjouissons. Je ne vous ai jamais répondu personnellement que les gens étaient contents d'avoir des voitures sur les places. Vous ne retrouverez ça nulle part. Nulle part, nulle part. Arrêtez d'affirmer des choses que vous inventez, Madame Bertozzi. Vous ne retrouverez ça jamais, nulle part. Bien.
Donc, je vais lire le projet de délibération. Donc, tout simplement, le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, autorise le maire à solliciter l'ensemble des partenaires financiers mentionnés dans le plan de financement pour mener à bien ce projet d'envergure et à signer l'ensemble des pièces afférentes à ce dossier. Donc, qui est contre ce projet de délibération? Qui s'abstient? Donc, toujours... Vous êtes sûr? Donc, le groupe... je sens toujours Monsieur L'Huillier hésiter. C'est pour ça que chaque fois, je repose la question. Donc bien. Ok, ça marche. Donc, le groupe de Monsieur Valois s'abstient. Donc, le vote est à l'unanimité. Alors, je vais continuer sur, comme ça concerne à nouveau les finances et une demande de subvention. Donc là, il s'agit du dossier dit Fischer. Donc c'est à nouveau une délibération pour permettre à la ville de Lunéville de solliciter toutes les collectivités pour obtenir des subventions. Pour rappel, ce terrain est de plus de 10 hectares, a été racheté par l'EPF Lorraine par une délibération d'août 2005 pour la ville de Lunéville pour un montant de 540 000 €. Je rappelle, parce que ça c'est important, et j'ai la délibération sous les yeux, c'est le plus important en fait. Cette délibération ne prévoyait pas de dépollution sur ce site. Prévoyait la démolition de l'usine, mais pas de dépollution. Aussi, depuis de nombreuses années, nous cherchons des solutions, à l'époque avec Jacques Lamblin, pour dépolluer à moindre frais pour notre collectivité. Il est important de bien comprendre que la pollution n'est pas située sur tout le terrain, et surtout pas de manière identique, quel que soit l'endroit du terrain. Le sud du terrain est, a priori, pas pollué. Là où il n'y avait d'ailleurs pas d'activité industrielle pour les Lanciens lunévillois qui resituent un peu l'usine et ensuite le site. Depuis 2 ans, je travaille avec le ministère des Armées qui cherche aussi, comme toutes les collectivités, à rationaliser ses frais de fonctionnement. Pour acquérir de nouveaux matériels, l'armée va devoir construire des hangars adaptés. Donc si le ministère des Armées a l'assurance que le terrain est dépollué, il pourrait construire ces hangars sur le site Fischer et ainsi conforter encore plus ses installations à Lunéville, dans le quartier Treuil de Beaulieu. Voilà tout le débat aujourd'hui. Et ça serait une excellente nouvelle pour Lunéville. Aussi, depuis 2 ans aujourd'hui, mais bien encore avant, je travaille avec le ministère de l'Armée sur ce dossier. Et aujourd'hui, on travaille avec l'ADEME et la région pour aller chercher des subventions, pour dépolluer ce qui est dépolluable, parce que maintenant, on sait globalement ce qu'il faut faire, globalement, ce qui a pris de longues années. Et si on réussit à obtenir les subventions que l'on souhaite au maximum, parce qu'au maximum, c'est 80% des 2 500 000 qui sont a priori le maximum étudié par tous nos services, on pourrait mettre à terme à disposition de l'armée un terrain dépollué, et ce, afin que le ministère des Armées avance dans leur projet, et donc qu'ils puissent travailler sereinement sur ce dossier. Donc aujourd'hui, on sait globalement ce qu'il faut faire. Il reste encore quelques petits ajustements à faire. On travaille avec l'ADEME et la région en parallèle. L'objectif, c'est d'avoir bien évidemment approché au mieux les 80% de subventions, ce qui nous conforterait dans l'idée, donc dans le fait qu'on puisse dépolluer le terrain, le proposer au ministère des Armées pour qu'il puisse ensuite envisager sereinement de continuer à évoluer à Lunéville, ce qui serait vraiment l'idéal. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous avais dit plusieurs fois que je tiendrai au courant de ce dossier. Je pense sincèrement qu'on saura, comme je vous l'avais déjà dit,
en fin d'année, voire au plus tard, dès les premiers jours de janvier, la finalité de ce dossier, où on obtient, et on dépollue, et on consolide, ou on n'obtient pas, et là, on plantera des arbres, c'est ce que j'avais déjà dit à l'époque, mais c'est vraiment le sujet. On aura tout essayé, toutes les solutions, et ce depuis, je t'associe Jacques, depuis 2008. Alors, je veux bien, Frédéric veut prendre la parole. Vous comprendrez aisément que je ne pourrai pas forcément rentrer dans tous les détails. Mais je donne la parole à Frédéric. Oui, merci. Donc, c'était simplement pour éviter et pour couper court à certaines interventions qui pourraient y avoir à la suite de cette délibération. Je craignais qu'une fois encore, on nous dise « vous êtes hyper lent, ça n'avance pas, vous ne prévoyez pas, vous êtes inconséquent donc dans la manière de gérer la ville ». Je peux parler un peu de ce projet parce que j'ai participé avec Mme le maire à la réunion qui a conduit aux dernières informations que nous avons pu obtenir. Ce sont des projets qui sont extrêmement longs, car extrêmement complexes. Vous travaillez avec le ministère des Armées. Les réponses sont longues à y venir, non pas pour embêter les élus, mais parce que ce sont des problèmes complexes qui demandent des études approfondies et qui ne permettent pas, comme ça, sur un coup de dé, de dire « ça y est, on y va ». Donc, je voulais dire par là, Mme Payard, que je sais, comme pour les autres dossiers dont on a parlé tout à l'heure, l'investissement que c'est pour obtenir des résultats dans ce type de dossier. J'en ai pour preuve un exemple personnel. Vous n'êtes pas sans savoir peut-être que nous travaillons avec l'Office public de l'habitat sur un aménagement de la gendarmerie à Lunéville et sur l'extension que nous y avions l'intention de faire concernant 20 nouveaux logements pour les gendarmes, et nous en félicitons. Voilà 3 ans que nous sommes sur le projet. Après avoir pu, après tergiversation, racheter le terrain connexe au conseil départemental pour une histoire de ligne aérienne qui passait, enfin nous avons pu obtenir le terrain. Puis, nous avons fait projet sur projet. Nous attendions toujours le retour de la gendarmerie. Ce n'est pas une critique, c'est simplement pour exposer ici à l'Assemblée que quelque chose qui paraît simple, quelque chose pour lequel on peut dire « ils font rien, ils n'avancent pas, ils nous en fument », c'est faux. C'est totalement faux. Il y a un temps, le temps n'est pas le même pour tout le monde, et là, je peux vous l'assurer, c'est vrai. Merci Frédéric, et merci de ton aide sur ce dossier. Est-ce qu'il y a Jacques Lamblin? Oui, je voudrais saluer la proposition qui est faite là, parce que c'est vrai que c'est un sujet extrêmement compliqué. Ça fait 20 ans qu'il est sur la table, à peu près. Hein. Alors, il y a deux éléments qui le compliquent singulièrement. Premièrement, c'est que les exigences en matière de pollution ne sont pas les mêmes selon qu'on envisage d'installer une activité économique ou de l'habitat. Premier élément. Deuxièmement, les exigences en matière de pollution et surtout de dépollution, elles évoluent sur le plan réglementaire au fil du temps et pas dans le sens de plus de laxisme. Non, au contraire, c'est de plus en plus exigeant. Et troisièmement, l'armée, qui s'y connaît en terrain pollué, parce qu'elle a énormément de terrains pollués, vous savez, quand c'est des terrains d'entraînement où on a tiré des munitions, là, il y a des pollutions considérables dans le sol, et lorsqu'elle veut se débarrasser d'une partie de son patrimoine foncier, on exige d'elle une dépollution extrêmement coûteuse. Donc, quand il s'agit pour elle de récupérer des terrains parce qu'elle en a besoin, et c'est le cas du terrain Fischer, tout contre le quartier Treuil de Beaulieu, eh bien, elle est extrêmement exigeante. Alors, le fait d'arriver à une négociation qui est solide, là, on peut le dire, moi, ça me donne beaucoup d'espoir. Hein. Mais, comme tu l'as dit, il va falloir être encore un petit peu patient, parce que ces affaires ne se décident pas comme ça, en un coup de téléphone. Au contraire, il y a des délibérations, il faut avoir les budgets, etc., etc. Et je crois que les conditions de la négociation telles qu'elles ont été menées
depuis quelques années, eh bien, on sent venir une solution qui serait intéressante. Alors, en plus, pour la partie non polluée au sud, ça ouvre des perspectives aussi, hein, pour la partie non polluée réservée à l'habitat. Voilà ce que je voulais dire. Je vais juste rajouter qu'il y a de la pollution, mais depuis quelques années, il y a certains polluants qui se disparaissent. Et que je ne veux pas affoler les habitants, parce que déjà, il y a l'armée d'un côté et puis des habitants de l'autre. Cette pollution, bien évidemment, n'atteint pas les nappes phréatiques, etc. Enfin, elle est contenue, cette pollution. Hein, il ne faut pas affoler tout le monde non plus. Néanmoins, il faut un terrain complètement sain pour envisager une autre activité. Ça, c'est important de le dire. Mais la pollution, elle bouge pas, elle est statique, on la mesure. Enfin, moi, je suis le dossier, je suis avec toi pendant 12 ans et je le suis depuis 2 ans. On la mesure régulièrement. Certes, elle s'atténue plutôt, mais en tout cas, elle ne bouge pas. Et ça, c'est important de le dire parce qu'il ne faut pas affoler tout le monde non plus. Hein. Oui, Jacques. En complément, oui, alors quand tu dis elle ne bouge pas, tu veux dire qu'elle n'avance pas. Elle n'avance pas. Oui, elle n'avance pas. En revanche, c'est vrai que les taux de certains polluants vont plutôt diminuant. Voilà. Et ce sont des polluants qui ne sont pas ils restent dans la terre. Voilà, bon. Alors, et ils ont tendance quand même à diminuer, mais davantage par l'action des plantes. Davantage par l'action des plantes. Ceux qui passent peuvent observer qu'il y a des végétaux qui ont prospéré et ce travail des plantes qui est spontané, hein, c'est pas des plantations, hein, eh bien ça contribue à améliorer la situation au fil du temps. Et j'ajoute, là je confirme ce que tu as dit, c'est qu'on a dans des équipements piézoélectriques en sous-sol dans la nappe phréatique pour mesurer une éventuelle pollution qui se déplacerait avec le courant. Il n'y a jamais eu de résultat positif au niveau de la nappe phréatique. Donc il n'y a aucun problème sur le plan de l'eau, puisque la nappe, elle avance vers la Meurthe. Hein. C'est pas statique, hein, bien entendu. Voilà ce que je voulais dire. Il faut pas. C'est pour ça qu'il faut rassurer. Il faut surtout pas rassurer tout. Croire que parce qu'on habite à 50 mètres de là, qu'on va avoir des problèmes. Monsieur L'Huillier, allez, je vous donne la parole. Bien. J'ai bien connu l'entreprise Fischer pour y avoir travaillé. Et déjà à l'époque, ça ne surprendra pas Jacques, j'étais membre du CHSCT. Oui. Ça ne me surprend pas non plus. Et à l'époque, mais vous le prenez sur la boutade, mais moi je l'ai vécu et j'avais 18 ans, hein, 19 ans. Hein. Et donc, voilà, hein, j'ai bien connu, je savais bien comment on travaillait chez Fischer, j'y ai bossé, donc je peux vous en parler savamment. À l'époque, on interpellait déjà sur notamment les conditions de travail et la pollution du site. Or, ce que je constate encore aujourd'hui, mais je suis droit dans mes bottes, hein, parce que à l'époque, on lui affirmait déjà que ce seraient les concitoyens qui supporteraient le prix de la dépollution, ce qui est le cas aujourd'hui. En fait, c'est quand même, à un moment donné, alors c'est de la politique politicienne, hein, Jacques, hein, on est bien d'accord, sauf qu'à un moment donné, il y aurait quand même bien fallu, parce qu'on se retrouve quand même avec pas mal de sites pollués, on ne va pas faire le tour des villes, hein, auxquels les entreprises qui ont fait du bénéfice, hein, parce qu'à l'époque, il y avait des bénéfices, qui ont fait du bénéfice, n'ont pas contribué, soit par le biais d'une assurance, soit par le biais des dividendes, à la dépollution du site quand ils les ont quittés. Et ça me rend un peu fou pour y avoir bossé, pour avoir déjà interpellé Monsieur Fischer, père et fils, à l'époque, et on se retrouve dans la situation. Alors voilà, on va repayer les méfaits d'une industrialisation qui n'était pas mesurée à l'époque par nos industriels. Polluante. Juste, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais non, mais effectivement, ça peut être un débat, je ne rentrerai pas dans le débat, mais je tiens quand même à vous indiquer quand même que tous mes contacts à l'armée sont complètement conscients que la ville de Lunéville n'est en rien responsable de cette pollution
que ça aurait dû être fait en 2005 et que du coup, il nous aide au maximum à travailler avec l'État et la région, l'ADEME, enfin tous les organismes, pour qu'ils viennent combler, nous aider à obtenir les subventions, je veux dire, il y a des lettres co-signées de généraux, de colonels, du député, de moi-même, pour expliquer que, et si des représentants de l'armée signent, c'est qu'ils sont complètement conscients que la ville de Lunéville n'y est pour rien, il n'a pas à supporter ça. Voilà. Donc et on est, je veux dire, il y a Thibaut Bazin, il y a l'armée, il y a, enfin, moi bien évidemment, mais tout le monde est conscient que c'est pas à la ville de Lunéville de supporter aujourd'hui. Après, moi je rentre pas dans le débat, de supporter effectivement, de supporter au moins un minimum la dépollution, parce que d'une manière ou d'une autre, on supportera un peu. Voilà. Ok. Allez, vite fait, et puis après, la délibération. Je vous ai pas dit, le début, je vous ai dit les concitoyens. Hein. Oui. On voit bien que c'est l'État qui va devoir mettre la main au porte-monnaie. Voilà. Ok. Bien. Donc, le projet de délibération, c'est le conseil municipal, après sa commission des finances, autorise le maire à solliciter l'ensemble des partenaires financiers mentionnés dans le plan de financement pour mener à bien ce projet d'envergure et assigner l'ensemble des pièces afférentes à ce dossier. Qui est contre ces demandes de subvention? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est voté à l'unanimité. Le rapport de la Cour des comptes, peut-être. Il y a un point, la délibération suivante. Je regarde l'ancien maire parce que ça le concerne un peu. Vous savez très certainement qu'un an après la présentation du rapport de la Cour des comptes, on doit faire un point précis sur ce qui a été fait, sur les choses qui nous avaient été demandées par la Cour des comptes et ce qui a donc été fait. Donc, on va pas lire tout le rapport, juste vous avez sur la page 5 et la page 6 du rapport, quatre points qui étaient demandés de travailler. Donc le premier point, c'était mettre en concordance l'inventaire comptable avec l'état de l'actif conformément aux termes de l'instruction budgétaire et comptable M14. Donc en fait, là, on vous l'avait déjà expliqué, Jacques Lamblin et moi, la Cour des comptes avait relevé que les comptes qu'on a d'actifs à la ville et qui sont à la trésorerie, il y a un écart, il y avait un écart à l'époque de 12 millions. Entre autres, un exemple précis, c'est le collège Charles-Guérin. Le collège Charles-Guérin n'est plus dans nos comptes, parce qu'il n'est plus depuis 83, dans les comptes de la ville depuis 83, mais il est toujours dans les comptes de la trésorerie. Donc là, c'est déjà 3,5 millions. Enfin bon, voilà, il y a plusieurs éléments comme ça. On a déjà réglé, donc à peu près à hauteur de 4 millions on s'est mis d'accord sur un certain nombre de points. Enfin, voilà, c'est un inventaire. Hein. En fait, c'est plus dans nos comptes, mais c'est dans les comptes de la trésorerie. Donc, c'est des écritures, c'est des échanges, c'est des rendez-vous avec Madame la trésorière et puis Monsieur Point et puis Monsieur Zanarotti sur tous les remèdes d'équerre, ce dossier-là. Qu'on soit clair, ça va prendre la fin du mandat au minimum, hein, parce que il faut que derrière la trésorerie, si on reprend l'exemple de Charles Guérin, le département, ben voilà, c'est des choses qui sont un peu longues. C'est en train de se faire, les services travaillent dessus. Le deuxième point, c'était mettre en œuvre des modalités de versement de compléments indemnitaires annuels conformément aux dispositions du décret. Je vous rappelle que ça a été fait, ça a été voté à l'unanimité par le conseil municipal et d'ailleurs par le CT aussi. CIA, A veut dire annuel, et il était versé tous les mois à l'époque. Donc bien évidemment, on a changé, on l'a mis en IFSE qui est versé tous les mois. Ça ne change rien pour les agents, c'est juste le nom qui n'était pas bon par rapport à l'indemnité. Troisième point, c'était la prime de fin d'année qui n'existe pas dans les collectivités comme les nôtres, donc d'un commun accord avec le CT, et on l'avait voté à l'unanimité en
En conseil municipal, cette prime de fin d'année a été proratisée tous les mois pour tous les agents. Et le 4e point, c'est la réglementation et compléter le règlement intérieur qui est fait d'une manière ou d'une autre à chaque fois qu'il doit l'être. Et là, il avait été, on l'a voté en CT à l'unanimité le 29 septembre 2021 et au conseil municipal le 14 octobre avec la date d'effet d'entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Voilà ce que je peux vous dire sur tout le travail qui est fait par rapport au rapport de la Cour des comptes. Là, c'est juste une prise d'acte, je crois. Oui, c'est le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, prend acte du rapport de suivi des observations définitives de la Chambre régionale des comptes, l'exercice 2015 et suivant. Je ne vais pas demander s'il y avait des questions, mais je pense que ça n'appelle pas des questions. Donc, on prend acte. Et je vous remercie. Le point suivant, ça concerne, c'est page 81, je vous le dis pour ceux qui ont encore les documents papier, concerne les ressources humaines. Donc là, c'est une dérogation permanente pour le déplacement du contingent maximum de 25 heures supplémentaires rémunérées. Vous savez ou vous ne savez pas, mais dans les collectivités, les agents n'ont pas le droit de faire plus de 25 heures d'heures supplémentaires en plus, bien évidemment, qui sont rémunérées par mois. On demande, et bien évidemment, le CT l'a acté à l'unanimité le 29 juin, une dérogation pour certains agents toujours volontaires, j'insiste, dans le cas de manifestations particulières. Je ne vais pas les citer, vous les avez sous les yeux, mais également dans le cadre du plan neige. Alors, j'espère, comme chacun d'entre nous, j'imagine, qu'on n'ait pas un hiver rigoureux cette année, mais il faut envisager et prévoir. Donc, si on a des bourrasques de neige et qu'il faut déblayer, bien évidemment, on demande aux agents volontaires. Et dans ce cadre-là, il y a souvent des heures supplémentaires qui sont effectuées. Des questions ? J'espère que ça apporte des questions. Donc, conseil municipal, après avis du comité technique du 29 juin 2022, à l'unanimité, après avis de sa commission des finances, décide d'accorder une dérogation aux agents travaillant lors des manifestations susmentionnées pour dépasser le contingent maximum de 25 heures supplémentaires rémunérées. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est votée à l'unanimité. Finances, régie de l'hôtel abbatial. Donc là, c'est tout simplement pour acter le prix des livres. Vous savez qu'il y a des livres qui sont vendus à l'hôtel abbatial. Donc, c'est tout simplement pour... Et il y a régulièrement des livres nouveaux qui sont pour acter le prix des livres. Je rappelle que les expositions de l'hôtel abbatial sont toujours gratuites pour les enfants qui ont moins de 12 ans et qu'il y a de belles expositions actuellement qu'il faut en profiter. Donc, le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, autorise la vente de catalogue au tarif indiqué ci-dessus par l'hôtel abbatial, autorise le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Gérald, sport, je te laisse la parole. Merci. Ça concerne donc une demande de subvention du Neville Baseball. On va écouter Gérald, parce que c'est toujours compliqué de passer en dernier, donc on va l'écouter attentivement. Merci. Donc, cette association accueillera la Coupe de France Grand Est des 12 U le samedi 24 septembre au Champ de Mars. 7 équipes sont attendues, soit 70 compétiteurs mobilisant une dizaine de bénévoles. Face aux frais d'organisation, donc il sollicite une aide de la ville de Lunéville. Le budget de cette manifestation est estimé à 5 900 €, mais 4 000 de bénévolat, donc 1 900 réels de dépenses, plus des aides du service des sports et de la logistique surtout. Donc, il faut en tenir compte. Donc, on a proposé d'attribuer une subvention pour cette manifestation qui est juste pour un groupe d'enfants de 250 €. Merci Gérald. Est-ce qu'il y a des questions? Non, tu peux nous lire le projet de délibération. Merci. Le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, décide d'attribuer 250 € au Lunéville Baseball Softball Lunéville, précise que les crédits nécessaires
figure au BP 2022, nature 6574, référence engagement chorus Lunéville Baseball Lunéville, CP22 X002000-1. Et que le versement de ces subventions est conditionné à la présentation d'un bilan auprès des services des sports. Merci Gérald. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Je précise que le service des sports, en lien avec les autres services de la ville de Lunéville, organise la journée des associations sportives et culturelles, donc samedi, pas samedi, mais le samedi à venir, le 17, et que, bien évidemment, tous sont les bienvenus. Le dernière délibération concerne les affaires générales. Donc, c'est un dossier dont j'avais parlé au dernier conseil municipal. Ça concerne la publicité des actes et donc dans la modification du règlement intérieur. Je vous avais demandé si c'était pas clair de voir Fabienne Jacot, donc qui est responsable de ce type de dossier. Visiblement, c'était clair pour tout le monde, donc on va le passer en conseil municipal. Donc le projet de délibération, c'est le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, adopte les modifications mentionnées ci-dessus au règlement intérieur du conseil municipal concernant la publicité des actes de la commune. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.